Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alexandre Gartin-Pasquier et bienvenue à cet atelier Équité, diversité et inclusion en intelligence numérique. Je suis le coordonnateur aux activités étudiantes et scientifiques chez Ivado et je serai accompagné aujourd'hui de Vanessa Cherenfant et de Marie-Lou Daudier qui se présenteront dans quelques minutes. En attendant, je veux simplement rapidement vous présenter un peu les services aux étudiants qu'on offre chez Ivado. Cet atelier d'aujourd'hui en fait partie de ce calendrier finalement assez étoffé d'activités qui auront lieu au cours des prochaines semaines chez Ivado pour notre communauté étudiante. Donc, l'accompagnement étudiant chez Ivado a comme référence trois grands objectifs que vous voyez à l'écran en ce moment, soit de soutenir le développement, la valorisation de la recherche produite par les étudiants et les stagiaires postdoctoraux en intelligence numérique. Il faut savoir qu'Ivado, si vous ne nous connaissez pas ou si vous participez à une de nos activités pour la première fois, on est un organisme qui est à cheval entre le milieu académique et le milieu industriel pour développer et valoriser toute la recherche finalement en intelligence numérique au Québec et à l'international. Deuxième aspect au niveau de l'accompagnement étudiant, c'est de soutenir le développement professionnel des étudiants en intelligence numérique. Ça passe entre autres par des ateliers comme celui d'aujourd'hui, donc des ateliers qui sont plutôt transversaux, donc pour vous accompagner en tant qu'étudiant étudiante ou stagiaire postdoctoraux dans votre cheminement académique en vue d'un développement professionnel plus large. Et troisième aspect, de développer et de soutenir une communauté étudiante dynamique et multidisciplinaire en intelligence numérique. Il faut savoir qu'Ivado couvre principalement trois grandes universités, donc HEC, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal, des étudiantes dans tous les domaines. Donc, l'idée, c'est de fédérer finalement cette communauté-là autour d'intérêts communs, donc d'outils communs en intelligence numérique. Ça passe par différentes activités. Je vous ai mis les prochaines sur notre calendrier ici. Sinon, vous aviez l'adresse URL sur la première diapositive. Je vais vous la remontrer. Donc, la prochaine activité sera le 1er mars, un café scientifique qui sera présenté par notre comité étudiant. Donc, c'est une série de conférences qui aura lieu une fois par mois. Et donc, le 1er mars sera la présentation du laboratoire en robotique de Liam Paul, donc qui est associé au MILA avec son étudiant Vincent May. Vous voyez aussi différentes activités liées à l'équité, diversité, inclusion, entre autres le 8 mars, donc pour la Journée internationale de la femme, avec Femmes et diversité en intelligence numérique, et un atelier plutôt sur l'éthique de l'intelligence numérique qui aura lieu le 18 mars prochain. Donc, je vous invite à consulter notre calendrier pour plus de détails en lien avec ces activités-là. Il faut savoir que la grande majorité de nos activités sont à la fois gratuites et ouvertes à tout le monde, donc autant étudiants que communautés plus élargies. Pour nous communiquer avec nous et faire partie de cette communauté-là, il y a deux aspects principalement pour les étudiants. Donc, passer par notre comité intersectoriel étudiant, qui est formé de membres étudiants de tous les domaines et de tous les niveaux d'études de nos universités membres, où je vous invite à vous joindre à la communauté étudiante Ivado, donc sur Facebook, un groupe où justement il y aura toutes les actualités en lien avec nos activités étudiantes, avec nos programmes de bourse, notre programme de subvention, entre autres choses. Donc voilà, je vous remets donc l'adresse ivado.ca/communauté-étudiante où vous verrez tous les services liés à ce qu'on offre donc pour notre communauté étudiante chez Ivado. Sans plus tarder, je passe donc la parole à ma collègue Marie-Lou Daudier pour la présentation d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Alex pour cette introduction. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vais juste vous partager mon écran, ce sera pas bien long. Et voilà, vous devriez voir mon écran. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier Équité, diversité et inclusion en intelligence numérique. Mon nom, c'est Marie-Lou et je suis conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion chez Ivado. Thank you so much for being here with us today. I use the pronoun she. And I am on the screen in front of two glass doors. I'm wearing a red vest.
You might be wondering, why did she introduce herself like that? Well, by sharing the pronoun that I prefer using, I am acknowledging that our physical appearance does not necessarily determine the gender that we identify with. And also, by sharing what's on the screen, I'm giving a more inclusive experience to people in the room. Also, on the screen, we can see that there is a PowerPoint presentation, and there's mostly words, but when there will be pictures, I will explain what's going on the screen. Alors, avant de continuer, avant d'aller un petit peu plus loin, on a annoncé un événement bilingue, mais pour nous aider à voir comment on va animer l'événement d'aujourd'hui, on va vous lancer un sondage pour voir si vous êtes plus à l'aise en français ou en anglais, si vous êtes bilingue, pour vraiment voir comment on anime le tout. So there will be a little survey to know if you're more comfortable only in English or if you're bilingual, to know how we're gonna host the event. Alors Alexandre, est-ce que tu peux lancer le sondage, s'il te plaît? Je vais partager les résultats en quelques instants. Voilà. Donc, la majorité des gens présents aujourd'hui sont bilingues, mais une personne parle seulement anglais, donc one person only speak English, et trois personnes parlent uniquement le français. Merci beaucoup. Thank you for answering the survey. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va animer l'événement de manière bilingue. Donc, on va alterner du français à l'anglais. Donc, vous allez voir, on va avoir quand même des informations à l'écran dans les deux langues. Comme ça, quand on passe d'une langue à l'autre, vous allez pouvoir suivre. So, since we have some people who only speak English and some people who only speak French, what we're going to do, we're going to alternate from French to English, and you're going to see on the PowerPoint, there's going to be information in both languages. So when we switch, it's going to be easier to follow, but we're not going to repeat everything so it doesn't become like a 4-hour event. So we hope that it makes it more accessible for you. Maintenant, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous lire une reconnaissance territoriale. J'aimerais commencer par reconnaître que Ivado est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. So to do a territorial acknowledgement, like I just read, is something that is more and more done in inclusive events. And beyond just receiving the message, I'm inviting you to also think about the place of Indigenous people in relations to the events where you go to, and there is a territorial acknowledgement. Donc, de vraiment penser à la place des Autochtones, par exemple, en intelligence artificielle, en intelligence numérique. Donc, de vraiment le penser en termes de qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui aussi. Je vous invite à faire ça pour aller un petit peu plus loin. Alors, aussi, avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir un petit peu plus sur vous pour savoir c'est qui notre public. Donc, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, au deuxième questionnaire qui va vous être envoyé pour savoir si vous êtes un ou une professionnelle en intelligence numérique, if you're a student or if you're there for other reasons.
Alors, voilà les résultats. Merci beaucoup, Alex, d'avoir lancé le questionnaire. Je vois devant moi, donc on a un beau mix de personnes. Donc, on a autant des professionnels, des étudiants, étudiantes et je peux dire des curieux et curieuses qui viennent d'autres backgrounds. Donc, on espère que l'animation d'aujourd'hui, Vanessa et moi, que ça va pouvoir rejoindre quand même vos différents intérêts. Donc, je vais vous présenter le déroulement de l'activité d'aujourd'hui. Donc, on a eu le début avec le mot de bienvenue d'Alexandre, notre coordonnateur aux affaires étudiantes et scientifiques. Là, on est dans l'introduction. Après, il va y avoir un bloc de 30 minutes que je vais animer pour qu'on comprenne l'EDI, les bases de l'EDI. Donc, vraiment, qu'on ait une base pour bien comprendre qu'est-ce qui va nous attendre après la pause. Dans le bloc 2, Vanessa Charenfant va nous présenter en fait comment mettre en place l'EDI dans sa pratique. Et ensuite de ça, on va ouvrir à une période de questions qui va être animée par Alexandre et on va avoir un petit mot de la fin. Donc, pour commencer, le bloc 1, comprendre l'EDI en intelligence numérique. On va avoir ça comme plan de match. Donc, premièrement, on va regarder le portrait de la diversité en intelligence numérique. Après, on va regarder quelques définitions. Then we're going to look at the relevance of diversity in digital intelligence and really the transversal role of EDI, like to understand how it applies a bit everywhere in our organizations, in our practices. Alors, pour le portrait de la diversité. So, according to you, what is the percentage of women working or studying in digital intelligence in Quebec? You can insert your answers in the chat. Donc, on a Clémence qui nous répond 10%, plus ou moins. On a Amar, 40%, 5%. Rima qui nous dit 10%, Lisanne 25%, et on a des réponses différentes. Qui dit vrai? Donc, pour la réponse, en fait, dans les recensements au niveau de l'Institut de la statistique du Québec, il n'y a pas un décompte au niveau du domaine de l'intelligence numérique, parce que l'intelligence numérique, ça couvre plusieurs domaines, dont sciences, génie, ingénierie, technologie, tout ça. Donc, l'Institut de la statistique du Québec a recensé en 2016 dans le domaine de sciences et génie que dans l'ensemble du Québec, tout domaine confondu, alors on a 48% de la main-d'œuvre qui est féminine. Ça, c'est pour tous les domaines. Mais lorsqu'on regarde en sciences et génie, les domaines qui sont vraiment le plus rattachés dans ce recensement-là auprès de l'Institut de la statistique du Québec, on tombe à 22% de femmes. Donc ça, c'est pour le milieu professionnel. Là, je vois qu'il y a des personnes aussi étudiantes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc, une information intéressante, c'est que l'Association canadienne des professeurs et des professeurs d'université, en 2018, a lancé une étude et cette étude-là s'appelle, je vais vous donner le nom exact, Éducation postsecondaire, qu'en est-il de la diversité et de l'équité au sein du corps enseignant? Et dans cette étude-là, on a recensé que dans le domaine de mathématiques, mathématiques, informatique et sciences de l'information, il y avait 20,6% de femmes seulement qui étaient professeurs. Et la CPPU, la même association, a fait une étude qui s'appelle « Chaire de recherche, où sont les femmes ?» Et dans cette étude-là, ça a été démontré que plus on monte dans les échelons en carrière, moins il y a de femmes, donc les écarts deviennent plus grands. Et lorsqu'on regarde les postes de professeurs adjointes, dans l'ensemble du Canada, on peut compter qu'il y a le pourcentage, c'est 48%, mais pour tout ce qui est sciences et génie, c'est 27%. Et lorsqu'on monte
pour les professeurs titulaires. Pour l'ensemble du Canada, on est à 28%, et lorsque on regarde juste sciences et génie, on tombe à 12%. Donc, il y a de très grands écarts. Il y a des écarts naturellement, mais lorsqu'on regarde les domaines spécifiques à l'intelligence numérique, les écarts sont encore plus grands. Donc, c'est important de parler de diversité parce qu'il y a beaucoup de sous-représentation. Mais lorsqu'on parle de la diversité, when we speak about diversity, it's not only about women that we're speaking. There are a lot of studies about the place of women in digital intelligence, but even if that's where there's the most focus, it's important to not forget the other types of diversity. There's also gender diversity. For instance, it would be interesting to know how many queer people are within an organization, and we don't have necessarily access to a lot of data. If we look at ethnocultural diversity in the United States, there is Google, for instance, can say easily that there are 10% of employees in tech that are Black, whereas in Canada, it's almost impossible to have this type of information. Il y a aussi la diversité fonctionnelle, donc de savoir combien de personnes sont en situation de handicap au niveau sensoriel, au niveau de la cécité, au niveau moteur. Donc, tout ça, ça fait partie de la diversité aussi. Et encore plus, il y a toute la question des inégalités sociales et économiques qui vont faire en sorte aussi que ça va être plus difficile d'avancer, d'atteindre les études postsecondaires, d'atteindre certains postes. Donc, tout ça est à prendre en considération. Maintenant, quelques définitions. Au niveau de la diversité, lorsqu'on parle de diversité, on parle vraiment de mode d'expression, d'expérience en fait, et de conditions qui sont propres à certains individus ou à certains groupes. Donc, il y a plusieurs dimensions. C'est un concept multidimensionnel, la question de la diversité. Donc, d'un côté, on a la dimension individuelle. Donc, on va s'intéresser à la personnalité de la personne, le style d'apprentissage, l'expérience de vie d'une personne. Il y a aussi toute la dimension sociale, donc des attributs qu'on va partager avec les membres d'une communauté. Donc, par exemple, que ce soit l'origine culturelle, ethnique, la langue, la classe, l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, les capacités physiques et mentales, les responsabilités familiales, l'affiliation culturelle, politique ou religieuse. Il y a aussi des dimensions visibles et invisibles. Donc, souvent, on va parler de l'aspect visible, mais il y a aussi tout l'aspect invisible, comme par exemple les perspectives, la pensée, l'affiliation politique, l'affiliation religieuse même. Donc, il y a tout ça à prendre en considération lorsqu'on parle de diversité. Et quand on parle de diversité, c'est important de reconnaître la diversité. Ça, c'est la première étape si on veut avancer sur cette question-là. Et aussi de vouloir la valoriser. Donc, c'est vraiment la première étape. Ensuite de ça, si on veut créer des milieux inclusifs, des milieux équitables, ben, il faut comprendre la notion d'inclusion aussi. When we speak about inclusion, we're actually going a step further than diversity. We are actually having intentional efforts and concrete actions that we are leading to make sure that everyone has the same opportunities around the table. Alors ça veut dire l'inclusion. Par exemple, si on est dans une rencontre d'équipe et on a des femmes et des hommes dans la rencontre et seulement les hommes ont parlé à la fin de la rencontre, bien là, ce serait une situation où on a de la diversité, mais on n'a pas nécessairement d'inclusion parce qu'on n'a pas été prendre le point de vue de tous les profils autour de la table. Et ça peut arriver, là j'ai donné l'exemple des femmes, mais ça peut être vraiment par rapport à tout type de diversité. Donc, une action inclusive serait de se dire, mais là j'ai remarqué qu'il y a un groupe de personnes qui n'a pas parlé. Moi, je pourrais dire, ah ben,
Ce sera intéressant. La rencontre, elle va finir bientôt. Est-ce qu'on peut entendre le point de vue des personnes en situation de handicap autour de la table? On est en train de développer un produit pour s'assurer que ça réponde à l'ensemble des besoins de toute la société. Ben, il faudrait entendre tous les points de vue autour de la table. C'est le genre de petit commentaire qui fait quelque chose. Mais pour être vraiment durable et véritable, l'inclusion, ça passe par du leadership, ça passe par des petites actions comme, par exemple, qu'est-ce que je viens de vous dire. Ça passe aussi par une gouvernance, ça passe par vraiment toutes sortes de petites actions qu'on va décortiquer ensemble pendant la rencontre d'aujourd'hui. Au niveau de l'équité maintenant, quand on parle d'équité, on parle vraiment d'un traitement juste, impartial et transparent pour tout le monde qui est autour de la table. Donc, pour arriver à ça, il faut vraiment avoir un plan de match. Il faut vraiment se donner des outils. Par exemple, à Ivado, il y a une conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion pour parler de ça. On s'est doté d'un cadre de référence avec une vision stratégique qui est transversale dans toutes les actions de l'organisation. Donc ça, c'est là qu'on va pouvoir faciliter l'équité. So there's an image on the screen that is a really typical image when we're speaking about equity. So it's just to show how we can understand what is equity. So on one side, we have the concept of equality. So there are three people that are trying to look over a barrier to see what's going on the other side. And there is a very tall person that does not necessarily need a block, but there's a block that's put underneath that person. And the two other shorter people have a block also. And what that creates is that the shortest person cannot see what's going on behind the barrier. And when we speak about equity, is to recognize that everyone does not start with the same privileges. So on the other side of the picture, we see the same three people, but we see that the tallest person does not have a block below them because they don't need it. And the shorter people on the other side have the blocks, and that really helps them to see what's going on the other side of the barrier. Un autre exemple que je pourrais vous donner par rapport à ça et qui est très parlant, peut-être même au-delà de la photo qu'il y a à l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux il y a quelques années, il y avait une vidéo avec une course. Je vous ai mis tous les liens que je vais présenter. En fait, toutes les ressources que je vais présenter dans une diapositive à la toute fin de ma présentation, il va y avoir tous les liens. Donc, inquiétez-vous pas, je ne vous oublie pas par rapport à ça. Mais pour revenir à la vidéo dont je vous parle, qui peut être intéressante à partager avec des collègues, c'est une vidéo où on voit qu'il y a une course et il y a quelqu'un qui dit des informations comme, par exemple, les personnes qui n'ont pas eu à grandir dans un environnement, dans une famille monoparentale, vous pouvez avancer. Les personnes qui n'ont pas dû payer pour aider les parents à payer le loyer dans leur adolescence, prenez un pas. Donc là, ça donnait vraiment un visuel sur tous les types de privilèges. Donc, vraiment, l'équité, c'est de faire en sorte qu'on vienne pallier à ces obstacles-là. Maintenant, je vais continuer sur les définitions. I gave you a lot of examples of diversity, but now I'm going to bring it a bit more concrete on legal tools that you have in terms of diversity and inclusion. So there are designated groups that are identified by the Employment Equity Act, where we have 4 categories. So we have women, indigenous people, visible minorities, disabled persons. So when you see those categories, don't forget that there are other types of diversity, but it's a way to start. If you want to start implementing something concrete and show your boss or your colleague what you can do, you can go and see that act that can help you be a start.
Alors, pour la question des femmes, qui est un des groupes désignés identifiés, on peut parler des femmes autant au niveau du sexe, mais au niveau du genre aussi. Au niveau du sexe, on parle vraiment de tout ce qui est biologique, donc par exemple les hormones, quand on parle de l'appareil génital, quand on parle des chromosomes. Donc ça, on va vraiment parler du sexe de la personne versus le genre, que c'est vraiment une construction sociale qui va déterminer comment on va percevoir, on va agir, on va interagir avec les femmes, les filles, les hommes, les garçons et aussi toutes les autres expressions de genre. Donc, c'est important de se rappeler qu'il y a pas juste le côté binaire, donc il y a plusieurs expressions de genre. Aussi, par rapport aux personnes autochtones, lorsqu'on parle de personnes autochtones, on parle autant des personnes inuites, métisses et des Premières Nations. Par rapport à la question des minorités visibles, vous allez voir que légalement, il y a le terme minorité visible, mais il y a quand même un manque de consensus en pratique. Donc, même au sein des personnes qui appartiennent à ce groupe-là, il y a différentes façons de se présenter. Donc, moi, en fait, je navigue avec toutes les terminologies, minorité visible, personnes racisées, personnes issues de la diversité ethnoculturelle, mais personnes racisées, des fois, ça fait sourciller un peu. C'est comme, ah, mais c'est pas un beau mot racisé. Mais quand on se dit personne racisée, on le dit pas naïvement. On le dit parce qu'on veut mettre de l'avant qu'on a vécu un processus de racialisation qui a mené à de la discrimination. Donc, on sait que c'est pas beau, puis on sait qu'il y a des choses qui relèvent en dessous de ça, mais c'est vraiment notre réalité. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, mais c'est pas toutes les personnes qui appartiennent à ce groupe-là qui vont se décrire comme ça. Puis, l'important, c'est pas de se dire est-ce que c'est mieux de dire minorité visible ou personne racisée ou c'est vraiment dans l'aspect légal, bon, vous allez avec les termes légaux, mais dans la pratique, vous pouvez simplement demander à votre collègue ou à la personne qui étudie avec vous, ben, comment tu t'identifies? Puis ça fait en sorte qu'on peut avancer, puis on oublie les problèmes sémantiques, puis on avance quand même sur la question. Il y a aussi l'évolution au niveau du terme personne handicapée, donc au niveau légal, il y a le terme personne handicapée, mais dans la pratique, il y a de plus en plus de personnes qui vont vraiment s'identifier comme personnes en situation de handicap. Donc là, c'est vraiment une réflexion qui nous amène à voir que une personne va être, ça ne va pas être sur elle la charge de l'handicap, mais sur une conscience envers l'environnement pour s'adapter à la situation de handicap de la personne. Donc, il y a quand même des distinctions par rapport à ça, mais je vous dirais, prenez en considération les définitions et tout ça, mais prenez en considération aussi la diversité dans son grand sens. Other definitions that are very important to take in consideration when we're speaking about EDI is intersectionality. So with intersectionality, we're actually taking in consideration that someone can experience different types of discrimination at the same time. So for instance, you can be a Black person, you could be a woman at the same time, you can be living with a disability. So all of that can be part of the same person. And also, when we speak about ethics, sometimes there's confusion about like, what's ethics, what's EDI, aren't they the same? And that is totally normal because they're actually intertwined. There are two disciplines that go hand in hand together. Au niveau de l'éthique, l'éthique, c'est vraiment une science philosophique où on va s'intéresser aux jugements moraux. Donc, on va s'intéresser à des questions comme qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Donc, c'est pour ça que l'éthique et le DI
c'est deux disciplines qui se recoupent. Juste pour être sûr, quand je dis EDI, je n'ai pas expliqué, mais l'acronyme, c'est vraiment équité, diversité et inclusion. Donc, le thème de la présentation, des fois, je m'emporte sans l'expliquer. Donc, je voulais prendre le temps de l'expliquer. Et dans le fond, les deux vont de pair et grâce à ces collaborations-là, on arrive à des documents comme la déclaration sur l'IA responsable où il y a plusieurs personnes qui pratiquaient en EDI qui ont contribué et grâce à ça, la déclaration de l'IA responsable parle, oui, d'enjeux comme la vie privée, mais aussi d'enjeux de principes d'inclusion, de principes de diversité aussi. Donc, maintenant, l'importance de l'EDI. Maintenant que je vous ai partagé le portrait de la diversité un peu en intelligence numérique, quelques définitions, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important la diversité en intelligence numérique? Je vous invite à mettre vos réponses dans le chat. Donc, je vois une première réponse. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Donc oui, donc on voit des réponses qui commencent à rentrer. Catherine qui mentionne dans les données, c'est très important. Il y a Sarah qui mentionne pour que l'IA nous présente une version, pour que l'IA ne nous présente pas une version biaisée de la réalité. En effet, on va aller en profondeur un petit peu plus sur la question des biais dans quelques minutes. Donc, très bonne réponse. Amy, you're saying because we need to center our design work around those who are marginalized to unlock innovation, design for human difference, and you leave no one behind. Very good response, yes. We're going to speak about that in a few minutes also. David mentionne pour que les gens puissent voir des exemples de minorités comme elle dans ce domaine. Ça, c'est une bonne réponse. C'est très important, la représentation. Je pense qu'on sous-estime l'importance de voir des personnes comme nous dans un domaine qui peuvent nous inspirer à aller plus loin parce que des fois, quand on ne se voit pas dans certains domaines, on ne va pas prendre un intérêt ou bien on va se dire on n'a pas la place là. Donc, merci pour cette réponse-là. Là, il y a Jérémy qui mentionne la différence d'utilité en fonction de nos besoins. Oui, donc ça retouche la réponse d'Amy qui mentionnait dans le design, dans comment on applique tout ça. Rima, afin de concevoir des technologies adaptées à toutes et à tous, qui se voient inclusives et plus équitables et éviter de reproduire les biais du passé, en effet. Maud mentionne, c'est un domaine dont l'impact tant à l'échelle individuelle que sociétale est important. Donc oui, des excellentes réponses, vraiment, vous avez bien mis la table pour les quelques autres réponses que je vais vous présenter. Donc, il y a la question de l'excellence. Étant donné qu'Ivado est à cheval, comme disait tantôt Alexandre, entre le milieu industriel et le milieu académique, je pensais que ce serait important de commencer par vous donner un point important au niveau de la recherche, au niveau des étudiants, des étudiantes qui sont présents. L'excellence en recherche, ça vraiment... On a besoin de diversité, on a besoin de parler d'inclusion parce que
pour qu'une recherche représente vraiment l'excellence, il faut qu'elle représente les intérêts de la société, puis c'est comme ça que les recherches vont avoir un certain impact parce qu'elles vont vraiment aller chercher des données qui touchent un petit peu tout le monde, différents profils. Donc, de prendre en considération la diversité dans vos recherches, ça fait en sorte qu'on peut avoir plus d'excellence en recherche, donc de l'excellence inclusive. Il y a quelques mois, j'étais au Canadian Science Policy Conference et il y avait plusieurs professeurs, chercheurs, chercheuses qui disaient que là, on est dans un temps où on doit basculer et parler non seulement d'excellence, mais d'excellence inclusive. Donc, pour les gens qui font de la recherche, c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là. Puis ça va non seulement démarquer votre recherche, mais ça va faire en sorte que c'est encore plus pertinent. Sinon, du côté plus général et monde professionnel, donc oui, l'innovation, je pense que, je me rappelle plus, je pense que Jérémy, Amy le mentionnait aussi. Donc, le plus qu'on va avoir de personnes avec différents profils autour de la table, le plus facile ça va être d'innover, d'avoir de la créativité et d'avoir des solutions encore plus robustes. Donc, ça, c'est une note très importante s'il y a des UX designers avec nous aujourd'hui. Vraiment, ça va de pair. Donc, de penser à la diversité, surtout dans le genre de rôle de UX designer. Si vous voulez faire une solution à impact, designer, concevoir avec un certain impact, c'est important de vraiment analyser les différents profils qui vont utiliser votre service ou vos produits. Aussi l'aspect de compétitivité. Le plus qu'on va aller chercher différents profils, le plus qu'on va avoir développé des solutions qui incluent les besoins de chaque personne. Si je reprends les mots de Rima tantôt, en fait, le plus le service ou le produit va être compétitif. Et aussi, il y a toute la question de réduction des biais. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui le mentionnaient tantôt aussi. Donc, par rapport aux biais, il y a différents types de biais. On parle de biais inconscients et de biais algorithmiques ici. Donc, par rapport, there are unconscious bias. So, with the notion of unconscious bias, we developed a document, Ivado, University of Montreal, OVIA, and the Réseau interuniversitaire québécois en EDI. We developed a document that you can see at the bottom of the screen. There's an image of the document, but there's going to be a link also of the document on the last slide of my PowerPoint that I will share with you. So in that document, we went a bit deeper on the notion of unconscious bias to see the different type of unconscious bias and also how these different type of bias can be dealt with. Alors, la question, c'est pas de se dire si les biais existent ou pas. Tout le monde a des biais. Si vous croyez que vous n'avez pas de biais, je vous dis que même moi, comme conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion, j'ai fait le test d'association implicite de Harvard et même moi, j'avais des biais. Donc, si jamais vous parlez à certaines personnes qui vous disent « Ah, ben, l'EDI, c'est pas important. De toute façon, moi, je suis une personne ouverte à la diversité. » Ben, je vous invite à lui partager le lien que je vous mets dans la dernière diapo de ma présentation sur le test d'association implicite de Harvard parce que vous allez vraiment voir que c'est même pas une question de volonté, c'est notre programmation neurologique qui fait en sorte que le cerveau est fait pour avoir souvent des associations qui vont se faire bien malgré nous. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vraiment vous donner le goût d'aller voir notre document sur les biais inconscients. Mais pour vous donner quelques exemples, on peut parler de stéréotypes. Donc, au niveau des stéréotypes, on va parler d'avoir des préjugés envers un certain groupe de personnes. Donc, là, pour défaire ce biais-là de stéréotypes, c'est de se poser la question comme est-ce que j'ai tendance à écarter certaines personnes qui peuvent collaborer avec moi sur un projet ou certaines personnes que je peux recruter en raison de certaines croyances que j'ai.
Donc, en se posant des questions comme ça, on arrive à déconstruire nos biais. Aussi, il y a un autre type de biais, c'est les prototypes. Donc, au niveau des prototypes, on va se faire une idée du candidat idéal ou bien de la personne idéale pour collaborer avec nous sur un projet ou la personne idéale à aller interviewer si on est dans la collecte de données. Mais pour déconstruire ça, on peut se poser des questions sur est-ce que j'ai des idées préconçues sur les caractéristiques qui font d'une bonne collaboratrice ou d'un bon collaborateur? Ou bien est-ce que j'ai tendance à accorder plus d'opportunités de rayonnement à des personnes qui se présentent bien selon mes standards ou qui semblent avoir plus d'habileté relationnelle? La question d'habileté relationnelle, c'est quand même quelque chose qui est très culturel et qui est très dans la perception. Donc, de se questionner là-dessus, ça nous amène à déconstruire ça. Un autre exemple, c'est le biais de similarité. Donc, au niveau du biais de similarité, c'est quand on va avoir plus de bienveillance envers des personnes qui nous ressemblent. Donc, là, pour déconstruire ça, c'est de se dire, est-ce que j'ai tendance à relever plus facilement le potentiel de personnes qui ont les mêmes caractéristiques, forces ou parcours que moi? Et un dernier exemple que je vous donne pour vraiment vous donner le goût d'aller voir ce document-là, c'est le biais de contraste, donc la tendance à comparer. Donc, notre cerveau est vraiment fait en mode comparaison, mais pour défaire ça, lorsque vous voulez vraiment évaluer un employé ou une employée qui travaille avec vous ou bien une collaboration, est-ce que vous êtes en train de comparer différentes personnes une versus l'autre personne, ou bien est-ce que vous êtes vraiment en train d'analyser la performance de la personne devant vous? Donc, pour en apprendre plus sur les autres types de biais, je vous invite à consulter le document. Sinon, au niveau des biais algorithmiques, donc on parle de biais algorithmiques quand il y a des décisions, il y a des actions des êtres humains derrière l'intelligence artificielle qui font en sorte que l'apprentissage automatique fait en sorte qu'il y a une discrimination. Donc, c'est souvent inconscient et j'aimerais souligner que c'est très souvent inconscient. Donc, même si vous êtes sensibilisé à la question de l'EDI, il faut prendre des actions pour vraiment venir déconstruire les biais algorithmiques. Donc, au niveau des biais algorithmiques, ça a été souvent identifié, critiqué, dénoncé pour des enjeux comme les moteurs de recherche. Donc, si vous testez, si vous avez une amie, un collaborateur dans un autre pays, par exemple, vous cherchez quelque chose sur Google, peut-être vous allez avoir des informations différentes. Donc, ça a été jugé pour cette discrimination-là, au niveau de la vie privée, au niveau du profilage racial aussi. Et ça, souvent, c'est l'effet d'être toujours sous pression, de toujours vouloir être en mode efficacité. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de faire vraiment confiance, les yeux fermés à l'intelligence artificielle dans nos systèmes et ça va créer de la discrimination. Par exemple, ça devient grave au niveau du recrutement. On peut voir, moi je vous invite à voir un jeu qui s'appelle Survival of the Best Fit et je l'ai mis en lien dans la dernière diapositive. Et dans ce jeu-là, vous allez pouvoir voir pourquoi l'intelligence artificielle vient à discriminer en fait certaines candidatures, soit à cause que certains métiers vont attirer plus d'hommes que de femmes. Donc, le système va tellement avoir vu certains types de candidatures qu'il va offrir plus de chances à certains profils qui est habitué de voir. Il y a aussi toute la question des langues parlées. Donc, il y a certaines langues que le système ne va pas être habitué de voir, donc peut-être va écarter certaines candidatures. Et il y a aussi toute la question des universités. Donc, pour contrer ça, c'est vraiment de surveiller votre système. Donc, de ne pas lui faire confiance les yeux fermés, de se rappeler que l'intelligence artificielle, l'intelligence numérique, c'est là pour être au service des gens. Donc, il faut la surveiller de temps en temps pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination.
Donc, pour faire ça, ce serait de surveiller, de voir de temps en temps c'est quoi les CV qui rentrent, puis c'est quoi les CV qui ressortent de mon système, de varier les réseaux pour donner la chance au système de voir d'autres types d'universités sur les CV, comme par exemple d'aller chercher autant des CV, non seulement de l'Université de Montréal, mais peut-être aussi d'universités d'ailleurs, comme l'Université d'État d'Haïti. Donc, des choses comme ça pour entraîner la machine. Donc voilà, c'est les différents types de biais. Et par rapport au type de biais, j'allais oublier, on a fait un Massive Open Online Course sur les biais et discriminations en intelligence artificielle à Ivado, et vous avez le lien aussi dans la diapositive avec les liens de référence. Donc, avec ce MOOC-là, vous pouvez vraiment prendre le temps qu'il vous faut. C'est une formation que vous pouvez faire à votre rythme là-dessus pour aller un peu plus loin. Maintenant, j'aimerais vous parler de la transversalité de l'EDI. So, now I spoke about some biases, and sometimes when you are in front of your biases, it can become uncomfortable. You can be mad, you can be sad about it, and sometimes the feeling that is created by being confronted with your biases can be limiting your action. So you have to decide whether you just stay on your emotion or if you do something about it, because sometimes people will just be like, oh, this situation just makes me too sad, I'm gonna let another colleague or someone else think about it. And that's how we do not move forwards with EDI. So EDI is really something that is necessary for any level of implication in an organization. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de gouvernance ou bien même au niveau d'une gestion de projet, se demander des questions comme qui prend les décisions, qui participe au projet, est-ce qu'il y a de la diversité dans mon projet? Donc, ça, c'est des questions importantes qu'on peut se demander même dans la gouvernance d'un projet. La collecte de données. Est-ce qu'il y a un échantillon représentatif de la société dans mes données? La classification des données. Qu'est-ce que ça me révèle, ma classification de données en termes de diversité? Donc, d'aller dans ce niveau-là aussi, au niveau de l'analyse des données, comment je peux inclure la diversité dans mon analyse? Au niveau de la mise en application, c'est accessible à qui? Et bien sûr, on l'a dit tantôt par rapport à la conception, comme Amy mentionnait, il faut penser à inclure les personnes avec différents profils pour avoir des solutions adaptées aux besoins. Donc, so now I presented to you some different questions that you can ask yourself. There's also legal frameworks that you can work with. So I spoke about the Employment Equity Act a few minutes ago, but you can also work with the Human Rights and Youth Rights Commission that have 14 personal characteristic grounds for discrimination and harassment. So there are other types of discrimination that we didn't speak about this morning that you can also go see what are some definitions. For instance, in the 14 characteristics, you have the fact of being pregnant. That can be a motive of discrimination also. So if you want to go further in that, I invite you to go see what the commission has in terms of motives of discrimination. There's also the Canada Research Chairs that have concrete engagements in terms of diversity, in terms of inclusion and equity. There's also the Quebec Research Funds that also have engagements. And there is recently, a few months ago, there is the 50-30 challenge of the federal government. And with this challenge, basically, the government is inviting organizations to make the effort to recruit 50% of their workforce as women and 30% from other diversity. So
I think that could be inspiring to have your bosses think about it also. Alors, j'ai parlé de références tout au long de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous ai partagé les références. Donc, la vidéo sur l'inéquité, la course dont je vous mentionnais, dont je vous parlais, le lien vers le test d'association implicite de Harvard, le test pour Survival of the Best Fit, pour voir comment il faut surveiller qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle quand on fait le tri de CV. Je vous ai parlé de différents cadres légaux, mais on a aussi notre cadre de référence en EDI à Ivado. Notre cadre de référence en EDI a 3 axes qui peuvent peut-être vous inspirer. Donc, on a un premier axe autour de toute la question d'attraction et de rétention de main-d'œuvre diversifiée. Donc, on a certaines actions qui peuvent vous inspirer. On a aussi un axe au niveau de changement de pratiques institutionnelles et un autre axe au niveau de production de nouveaux savoirs. Donc, ça nous aide à amener l'EDI de manière transversale dans notre organisation, puis rayonner aussi autour de notre organisation avec l'EDI. Il y a aussi le lien vers le feuillet sur les biais inconscients. Il y a le lien pour le MOOC. Et je vous ai mis aussi des liens pour aller un petit peu plus loin. Si vous voulez vous garder à jour, suivre des podcasts, suivre des articles pour toute la question d'EDI, je vous ai mis ça aussi. Et Vanessa, après la pause, maintenant, va nous parler de comment appliquer ça de manière un peu plus concrète dans la pratique. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se voit après la pause dans 10 minutes. Donc, finalement, bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci Marie-Lou pour cette première présentation. Désolée du petit délai et bien sûr, autant de fois qu'on s'exerce, qu'on pratique à l'avance, rien ne fonctionne jamais. Comme on prévoit, bienvenue dans le monde de la technologie. Alors, pour la petite histoire, prochaine slide, je me présente, je suis Vanessa Charençon. Je suis ingénieure de formation. En fait, ça fait à peu près une douzaine d'années que j'œuvre, je veux dire, dans le milieu de l'optimisation des opérations, du développement organisationnel et même des technologies. Entre autres, je travaillais justement à développer une plateforme technologique qui s'appelle Office Vibe qui aide à renforcer l'engagement des employés et différentes initiatives également dans le milieu des startups, notamment pour augmenter la place et la représentativité des femmes en sciences et de la diversité en sciences également. Donc, c'est certain que Marie-Lou parlait tantôt d'intersectionnalité, de représentation. Donc, je pense que mon expérience pourrait être analysée sous différents angles. Je suis femme, noire, immigrante, dans un milieu technologique dominé, oui, par une majorité masculine jusqu'à présent. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs angles qui se recoupent dans mon expérience, mais je vais dire que je suis surtout très engagée depuis mon arrivée, en fait, essentiellement à Montréal, dans des initiatives qui visent à renforcer la place de la représentation dans les sciences, ce qui fait que je suis très heureuse, en fait, de participer à cette discussion ce matin et aussi, je remercie Ivado et Marie-Lou pour l'invitation à prendre part à cet exercice. Prochaine slide. Donc, ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est vraiment pouvoir qu'on échange essentiellement ou présenter différents angles dans lesquels, en fait, vous, au quotidien, en fait, chaque jour, vous avez la possibilité d'avoir un impact également dans la création de milieux plus inclusifs. Si je regarde les participants, je sais qu'on a eu un petit échange, un sondage un peu plus tôt. Vous avez certainement différents rôles. Vous intervenez à différents niveaux au quotidien dans des équipes de travail, peut-être êtes-vous gestionnaire vous-même. Donc, il y a plusieurs angles sur lesquels vous influencez, en fait, la création de milieux inclusifs, que ce soit parce que, forcément, en étant en technologie, vous êtes des créatrices, créateurs de produits et services qui desservent une population qui est elle-même diversifiée. J'ai mentionné le fait que vous œuvrez certainement à l'intérieur d'équipes, donc encore là, collaborateurs, collaboratrices, avec des individus venant de différents horizons, ayant des expériences de vie différentes également. Et finalement, si certains d'entre vous sont gestionnaires, ont des équipes, vous avez encore un rôle, je veux dire, ultra important, mais certainement, vous avez un impact direct
également sur la mise en place et la création d'espaces inclusifs. Donc, ce que je veux situer ici, c'est que quel que soit notre parcours, quel que soit notre rôle, chacune, on a un impact qu'on peut avoir au quotidien sur la création d'espaces inclusifs. Donc, d'abord, pour pouvoir comprendre en fait comment agir à ce niveau-là, ce prochain slide, je commencerai par proposer une définition de ce qu'est l'inclusion. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inclusion vit à l'intérieur de soi. L'inclusion vit aussi entre nous et les autres et finalement vit à l'extérieur de soi. So inclusion lives inside people, between people and outside people. Et ce que je veux mettre en relief ici, c'est que premièrement, l'inclusion, il y a une relation très personnelle. C'est une expérience très individuelle également. Chacun, on peut vivre des événements, des situations, vivre les mêmes événements, les situations. Par contre, le ressenti sera totalement différent, dépendamment de la personne, en raison justement de chacun nos expériences. Donc, l'inclusion qui vit en soi, c'est vraiment une perception qu'on porte chacun, qu'on a chacun d'être vu, d'être entendu, écouté, que nos contributions soient valorisées, donc sur un point de vue individuel. L'inclusion qui vit entre nous et les autres, donc bien sûr, ça se manifeste ou ça peut se manifester aussi dans les relations qu'on a au quotidien, les échanges qu'on a également dans le cadre du travail avec des coéquipiers, coéquipières, avec nos gestionnaires. Donc vraiment, dans les relations que vous avez, que vous entretenez, il y a un impact aussi sur le sentiment d'inclusion qui vient jouer ici. Et finalement, à l'extérieur de soi, lorsqu'on parle d'inclusion qui vient à l'extérieur de soi, on fait vraiment référence au processus organisationnel. Donc, qu'est-ce qui nous entoure? Dans quel cadre on évolue au quotidien? Que ce soit un milieu de travail, que ce soit un milieu universitaire, il y a des codes, il y a des processus, il y a des règles qui sont mises en place et ces règles elles-mêmes comportent des fois des biais et peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur le sentiment d'inclusion des gens et surtout sur la création d'espaces équitables. Donc, si je parle, prochaine slide s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on parle de bâtir de milieux inclusifs, on parle à la fois d'agir sur les biais organisationnels, mais également sur les biais interpersonnels. Alors, je sais que de manière générale, lorsqu'on parle de formation pour développer l'inclusion, développer des milieux équitables, on fait souvent référence aux microagressions, aux biais interpersonnels, et je vais en parler un peu plus tard, mais je veux vraiment commencer par mettre l'emphase sur le fait qu'on évolue tous dans un cadre, dans un système qui lui-même peut-être a des angles morts et des biais. Et il faut, si on veut vraiment avoir un impact réel sur le terrain, il faut également faire évoluer ces structures dans lesquelles on évolue. Donc, pour ce matin, la matinée, l'agenda que je vous propose, c'est vraiment de pouvoir, et c'est sur la prochaine slide, c'est vraiment de pouvoir, premièrement, discuter de comment on peut prévenir les biais organisationnels. C'est 2-3 slides plus bas, c'est l'agenda. Parfait. Donc, on va parler de prévenir les biais organisationnels, comment on peut agir sur les biais interpersonnels. Comme on l'a dit tantôt, l'inclusion se vit entre nous. Donc, forcément, il faut être conscient aussi de l'impact qu'on peut avoir au quotidien sur celles qui nous entourent. Et finalement, si jamais on a l'opportunité, tantôt, on pourra également parler des questions, des règles qu'on peut prendre également pour être en mesure de développer des produits et services inclusifs. On est tous en technologie, donc forcément, on a un impact qu'on peut avoir aussi dans la construction de ces produits technologiques qui vont desservir des populations. Mario a mentionné tantôt tout ce qui se fait au niveau de l'intelligence artificielle et de prévenir les biais, même dans la construction de cette AI, de ces différentes solutions basées sur l'AI. Donc, il y a des schémas, des pratiques aussi qu'on peut développer dans nos équipes pour bâtir des produits et services plus inclusifs. Donc, juste une mention, à la fin de la session, on va répondre à toutes les questions, que ce soit sur la première portion ou la deuxième portion. Donc, si jamais il y a des questions qui vous viennent en tête pendant que je passe à travers différents exemples, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat et après ça, à la fin de la session, on aura un 15-20 minutes si le temps nous le permet pour vraiment pouvoir échanger. Je pense que c'est là aussi qu'il y a beaucoup plus de richesse en explorant des cas concrets et des questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez certainement pas à les mettre en cours de présentation et on y reviendra. Donc, si tu peux peut-être passer à la prochaine slide, Marie-Lou.
à la slide 9 au niveau de nos chiffres. Donc, je veux juste camper déjà les biais organisationnels en vous partageant un exemple et des statistiques. Je sais qu'il y avait quelques statistiques au niveau de la place des femmes, entre autres en technologie un peu plus tôt, mais prenons un pas de recul et regardons même plus large que uniquement les technologies. Si on se tourne vers les chiffres, et ça, c'est des chiffres qui représentent en fait la représentativité des femmes et des minorités visibles sur les conseils d'administration. Donc là, on parle de Montréal. Donc juste à Montréal, les femmes représentent 50% de la population. Dans le milieu universitaire, tant mieux, on a de meilleurs chiffres à ce niveau-là, mais on a à peu près 43% de femmes qui ont accès, qui ont des places présentement sur les conseils d'administration. Par contre, lorsqu'on regarde le milieu corporatif, on parle plutôt de 29% de femmes qui sont sur des conseils d'administration, donc qui ont pu accéder aux plus hautes sphères de direction. Si on parle ou on prend en compte les personnes de minorités visibles, donc en termes de diversité ethnoculturelle, on parle de à peu près 22% ou 23% de personnes racisées. Elle avait parlé, Marie-Laure avait fait la mention justement au niveau du processus de racialisation, 23% de personnes racisées à Montréal. Pourtant, lorsqu'on regarde leur place ou l'accès qu'ils ont essentiellement à des conseils d'administration, il y a seulement 6% de postes qui sont occupés par des personnes racisées dans le milieu corporatif, un peu plus tôt, encore moins dans le milieu universitaire. Donc ça, c'est déjà pour camper la réalité, en fait, c'est déjà un premier aspect. Prochaine slide. Si on regarde dans un autre œil, la compensation également qui est reçue, et ça c'est un exemple qui nous vient du milieu technologique, clairement, il y a des différences encore là dans la progression salariale. Donc, typiquement dans le milieu technologique, les femmes touchent beaucoup moins, donc ont des salaires beaucoup moindres que les hommes. Ça, c'est dans un premier aspect. Si on prend un deuxième axe ou une deuxième intersection qui est au niveau de la race, donc les femmes noires ou encore d'autres femmes racialisées, hispaniques, ont encore moins accès, ont des salaires encore moindres que, exemple, les femmes blanches. Donc, prochaine slide, ce que c'est différent, et là je vous ai montré deux exemples, je peux certainement vous en montrer beaucoup plus, dont cet exemple ici, là, qui est un troisième aspect qu'on peut analyser aussi lorsqu'on regarde le système, donc les organisations et bien sûr le milieu technologique. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des femmes qui évoluent dans ce milieu-là, et ça contribue en fait à avoir aussi de très mauvaises statistiques lorsqu'on regarde leur taux de rétention, à peu près la moitié des femmes quittent l'industrie des technologies à mi-parcours. Donc après à peu près 10 ans dans le milieu, 10-15 ans, ce sont les statistiques et il y a des références sur chacune des slides si vous voulez explorer un peu plus en détail également ces statistiques-là. Donc ce qu'on comprend de ces données-là, c'est que il y a un ensemble de facteurs qui limitent l'accès ou l'accomplissement de différents groupes dans les milieux de travail, certainement dans le milieu technologique. Donc, ces facteurs qui, lorsqu'on on se rapporte au cadre en fait dans lequel on se rapporte, ces facteurs-là qu'on va considérer comme étant des biais organisationnels. C'est pour ça qu'on parle de biais organisationnels, de système, parce que ce n'est pas uniquement une question de microagression ou de point de vue personnel, c'est aussi une question de comment justement ces biais-là sont transmis dans un système et comment on peut pouvoir les prévenir et les réduire, voire éliminer. Donc, ce qu'on peut définir comme biais organisationnel, prochaine slide, c'est vraiment un ensemble de pratiques organisationnelles qui mènent à des effets d'exclusion disproportionnés sur certains groupes. Donc, j'ai parlé, entre autres, de l'accès ou peut-être le manque d'accès que les femmes ont au niveau des conseils d'administration, que les personnes racisées également au niveau des conseils d'administration. On a parlé de la progression de carrière qui est différente, comme progression salariale différente, dépendamment du genre, de la race également. On pourrait certainement l'analyser sous d'autres intersections. Donc, la biais organisationnel, prochaine slide, c'est vraiment tout ce qui se ramène en fait au processus organisationnel. Donc, on parle de processus de recrutement, de la revue de performance également. Est-ce que les performances sont reçues ou sont analysées, évaluées de façon équivalente, dépendamment du genre, dépendamment de l'orientation sexuelle, etc., de la compensation, l'avancement de carrière, la culture et les valeurs. C'est vraiment tout ce qui concerne ou tout ce qui constitue essentiellement notre culture ou notre organisation.
Donc, prochaine slide. Donc, ce que je veux vous présenter, en fait, ici, c'est quelques exemples de comment ces biais se manifestent, en fait, dans une organisation, mais surtout, vous présenter essentiellement des actions spécifiques que vous pouvez prendre pour les contrecarrer et essentiellement les éliminer. Donc, lorsqu'on parle de biais dans les recrutements, vraiment, ça, c'est quelques recommandations que je suis certaine, si vous êtes déjà ici ce matin, c'est que vous les avez vues. Perso, vous comprenez également les limitations qui existent dans ces processus-là. Donc, ce qu'on va recommander comme aptitude optique à prendre aussi pour pouvoir limiter les biais qui se retrouvent dans le processus de recrutement, c'est premièrement pouvoir noter les qualifications spécifiques requises pour un poste. Donc, c'est-à-dire encore ne pas se fier uniquement au biais de similitude ou au sentiment qu'on pourrait avoir lors d'une entrevue, parce qu'on sait justement qu'on a, du point de vue individuel, on a des perspectives qui ne sont pas libres de biais essentiellement. Donc, premièrement, noter les qualifications spécifiques pour un poste, donc pour avoir une grille où on peut évaluer en fait de façon spécifique les compétences des personnes. Définissez de façon explicite également c'est quoi le fit culturel. Parce que ce qui se passe lorsqu'on parle souvent ou lorsqu'on recrute, on parle de fit culturel, la réalité, c'est qu'on recherche des gens qui nous ressemblent. Et certainement, lorsqu'on a un bassin qui est peut-être majoritairement masculin ou majoritairement blanc, donc forcément, on va aussi avoir tendance, en fait, à rechercher des gens qui vont fitter avec ce milieu-là et donc reproduire forcément les mêmes schémas et aller recruter encore des personnes qui se ressemblent versus comprendre, aller chercher à l'extérieur de ce bassin-là. Donc, c'est ça que même la culture, il faut l'expliciter dans des comportements spécifiques qu'on attend chez les gens et pas uniquement se limiter à la forme. Il faut également mesurer la progression des différents groupes, en fait, lorsqu'on arrive dans un processus de recrutement. Donc, basé sur le genre, basé sur l'orientation, il faut se donner des objectifs spécifiques et pouvoir mesurer à travers tout le processus où les gens comme pourquoi les gens ne passent pas à la prochaine étape. Qu'est-ce qui fait que justement on a tendance, même si on commence en fait avec un bassin de candidats qui serait diversifié, pourquoi à la fin ils ne passent pas à travers nos différents gates, à travers nos différentes étapes. Donc encore là, ce que je vous inviterais lorsque vous entamez des processus de recrutement et que vous visez aussi à diversifier justement le bassin, assurez-vous de mesurer à chacune des étapes, que ce soit au niveau de la réception des dossiers, que ce soit au niveau de la première entrevue et même au niveau de l'entrevue de fin, d'avoir également des groupes, des comités qui sont mixtes, qui sont en mesure d'évaluer vos candidates et candidats en fait sous différents angles et qui vont peut-être aussi avoir une vue globale puisqu'on est en train de adresser, en fait, je veux dire, des angles morts que peut-être individuellement on a, mais avec une équipe assez mixte aussi à ces différents niveaux, on peut contrecarrer ou prévenir. Au niveau de la compensation, des éléments ou des pratiques en fait qui sont généralement acceptés ou encouragés aussi pour améliorer la compensation. Je vois l'heure, je vais me dépêcher. Premièrement, analyser la rémunération en fonction des données démographiques. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice-là de pouvoir regarder dans votre bassin d'employés, comparer essentiellement les salaires pour un poste équivalent, des responsabilités équivalentes, quel est le salaire et quels sont les avantages qui sont offerts aussi à vos individus, à vos employés. Non seulement les compensations, il faut s'assurer aussi de pouvoir peut-être prévenir en fait des éléments qui contribuent à des aspects inégaux, comme exemple supprimer les pratiques de négociation dès l'entrée. On le sait très bien pour plein de raisons historiques et que les femmes, exemple, ont tendance à moins négocier leur salaire à l'entrée versus que les hommes seront plus portés aussi à négocier leur salaire. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a un déséquilibre dès le début de la carrière qui va s'accumuler en fait au cours de l'évolution de ces différentes personnes. Donc, une façon de pouvoir également contribuer à créer des environnements équitables et des processus également qui sont équitables, c'est de pouvoir supprimer ce genre de pratiques-là et d'avoir des salaires ou des grilles salariales qui sont transparentes. Comme ça, basées sur des compétences égales, basées sur des responsabilités égales, c'est clair qu'on est en train d'offrir des milieux, on est en train de réduire l'inéquité ou des inéquités qui peuvent également se dégager. Prochaine slide. Au niveau des opportunités d'avancement,
ce sur quoi vous pouvez avoir de l'impact lorsqu'on parle justement de bâtir des milieux équitables et lorsqu'on parle de prévenir les biais organisationnels, c'est de aussi mesurer la progression des individus et à quel rythme ils avancent, à quel rythme ils ont accès à des projets qui leur permettent de rayonner. Donc, ça, c'est un des aspects. C'est certain que la mesure va revenir dans l'ensemble des recommandations lorsqu'on analyse les processus organisationnels, parce que c'est vraiment là qu'on peut voir si ce qu'on met en place en a un impact ou pouvoir identifier également des endroits ou des espaces où il y a des situations d'inéquité qui sont vécues par nos différentes populations ou nos différents groupes à l'intérieur de notre entreprise ou de nos organisations. Finalement, la représentation. Donc, pour ce point-là, ce qui serait important au niveau de la représentation, c'est vraiment s'assurer que lorsqu'on parle, lorsqu'on dit qu'on a augmenté la diversité au niveau de l'organisation, c'est parfait, mais sauf qu'il faut aussi s'assurer que les postes qu'on offre en fait à nos différents groupes ne sont pas des postes qui sont aussi traditionnellement, je veux dire, des postes stéréotypes. Donc, exemple, que toutes les femmes de votre organisation se retrouvent dans des rôles administratifs uniquement. J'ai déjà participé à des projets technologiques avec l'intention, ou les organisations avaient l'intention d'augmenter la place des femmes en technologie. Et pourtant, il y avait une femme sur 100 développeurs. Et ils ont pu augmenter de 20%, donc en termes de résultats, ils ont augmenté de 20% la représentation des femmes dans l'entreprise, mais le seul département qui a été, je veux dire, où la représentation a augmenté, c'est le département, exemple, en marketing ou un département en administration, mais pas où on visait vraiment à rétablir cette situation d'inéquité-là. Donc, c'est extrêmement important de s'assurer que lorsqu'on vise à avoir des milieux représentatifs et des milieux qui sont équitables, de également valider que les rôles qu'on offre ne sont pas des rôles qui campent les gens dans des rôles traditionnels et qui ne leur offrent pas accès, en fait, à des situations ou des rôles aussi où ils peuvent exercer leur talent et vraiment maximiser leur potentiel. Prochaine slide. Donc, lorsqu'on parle de prévenir les biais organisationnels, 3 éléments, et là, on va y aller assez rapidement, Marie-Lou. Donc, premièrement, il faut miser sur la rétention autant que l'attraction. Je pense qu'une erreur que les organisations font souvent, c'est de dire, on va augmenter notre diversité, donc on va s'assurer d'aller recruter autant, c'est parfait, c'est de belles intentions, d'aller recruter des femmes, d'aller vraiment recruter différents groupes pour donner l'accès. Sauf que ce qu'on réalise aussi, c'est que puisque dans nos systèmes, dans nos processus, il y a des biais évidents qui limitent l'accès et la progression en fait de ces différents groupes au sein des organisations, il faut également mettre l'emphase, je vais dire, il faut mettre un emphase même plus grand sur la rétention que vous faites de ces différents groupes et leur évolution à travers les organisations pour s'assurer vraiment d'offrir en fait un environnement qui est libre de tout biais, un environnement qui est équitable. Prochaine slide. La mesure. Un des éléments qu'on coupe le plus souvent, c'est vraiment de pouvoir mesurer le succès. Et comme les exemples que je vous ai montrés, on ne se sauve pas de ça. Quels que soient les projets que vous mettez en place, c'est certain que ce qui va permettre de s'assurer qu'on est en train de changer la donne et faire évoluer aussi les organisations, c'est de pouvoir mettre en place des indicateurs de performance et de mesurer le succès. Troisième slide, prochaine slide, autant que de s'assurer que au niveau du comité de direction, au niveau des gestionnaires, qu'on a également des incitatifs, qu'on a également des objectifs qui vont rendre en fait nos gens imputables et responsables aussi de créer des milieux et des environnements inclusifs. Donc, prochaine slide. Merci. Donc, si on parle de pouvoir agir, donc le deuxième aspect, donc on a parlé de l'inclusion qui se vit en fait en soi, entre nous et les autres et à l'extérieur de soi. Donc, c'est pour ça qu'on a passé une première portion sur les biais organisationnels. Si l'on regarde maintenant au niveau des biais plus interpersonnels, donc de l'impact que vous, personnellement, individuellement, vous avez au quotidien, ce que Marie-Lou a bien défini ce qu'étaient les microagressions un peu plus tôt, mais c'est sûr que comment on crée un espace équitable et inclusif au quotidien, c'est vraiment en faisant attention ou en s'assurant en fait qu'on n'est pas en train de créer chez l'autre des sentiments justement qui font qu'ils se sentent
en fait, qu'ils ou elles se sentent différents, qu'ils ou elles se sentent constamment être l'autre. On sait ou on comprend des microagressions que c'est souvent non intentionnel, ce n'est pas méchant, et pourtant, ce sont ces éléments-là qui font qu'au quotidien, qui agissent au quotidien sur la perception en fait de nos collègues, la perception de nos employés, d'être vus, d'être valorisés, d'être entendus et d'avoir leur place et de pouvoir réaliser leur plein potentiel au niveau de l'organisation. Prochaine slide. Donc, ce que je vous présente ici, c'est ce que je veux faire peut-être prendre conscience, c'est vraiment quelques exemples de microagressions qui se passent souvent dans les milieux, que ce soit de travail, milieu universitaire, et juste comprendre aussi les messages reçus ou qui peuvent être reçus aussi de ces différents, de ces phrases que l'on pense anodines, et pourtant qui créent aussi des sentiments d'exclusion ou qui créent l'exclusion au quotidien. Ça, je l'ai entendu, le premier, c'est étonnant, mais je l'entends souvent, j'entends beaucoup ce commentaire-là. On veut diversifier, mais il ne faudrait pas baisser le niveau. Faudrait pas, on veut s'assurer de la compétence. Faut faire attention aux messages que l'on dit ou que l'on partage. En fait, lorsqu'on parle, lorsqu'on échange ou on mentionne cet aspect-là, dès qu'on parle de vouloir diversifier des milieux, donc que l'on parle de femmes, de genre, que l'on parle également de la diversité ethnoculturelle et autres types de diversité, ce qu'on sous-entend en mettant l'aspect de la compétence automatiquement de l'avant, c'est que ces groupes-là ne l'auraient pas. Donc, c'est le message qui est passé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on exprime notre intention de faire de la diversité. Forcément, le point de la diversité et de l'inclusion n'est pas de dire qu'on donne un accès à des gens non compétents. Non, le point de la diversité et de l'inclusion, c'est de dire qu'on ouvre l'accès au contraire, parce que ces gens-là ont historiquement pas forcément des accès qui sont facilités au niveau de leur évolution. Deuxième commentaire microagression, c'est tu n'as pas l'air trans, you don't look trans. Ce qu'on sous-entend à travers ça, c'est être trans n'est pas un état désirable. Est-ce que tu es sûr que tu devrais rester aussi tard? Des commentaires sous-entendus qu'on donnerait, exemple, à un parent. Are you sure you're not needed at home? Donc, ce qu'on renvoie à la personne dans ce genre de cas-là, c'est difficile de séparer la professionnelle, parce que c'est souvent des commentaires qui sont faits à des femmes, difficile de séparer la professionnelle de son rôle de mère. Tu t'exprimes vraiment bien, ou celle-là, je l'ai entendu beaucoup, tu t'exprimes vraiment bien pour une noire. En fait, la portion pour une noire, on ne l'ajoute souvent pas, mais c'est ce que ça sous-entend également. Donc, ce qu'on dit avec ce genre de commentaires-là, ou ce qui est reçu de l'autre côté, parce qu'on parle vraiment des sentiments d'exclusion qu'on mentionne, c'est qu'il est inhabituel de quelqu'un de ta race, disons, de paraître intelligente ou de pouvoir, ou d'être volubile ou autre. Donc, on signale vraiment que potentiellement les minorités ou quel que soit le groupe dont la personne fait partie, elles ne sont pas généralement capables d'avoir une conversation intellectuelle compétente. Donc, nos mots et nos actions ont vraiment un impact au quotidien sur le sentiment d'exclusion de nos différentes personnes. Donc, je vais passer la prochaine slide sans m'arrêter, puisque c'est des exemples auxquels vous pouvez vous référer par la suite pour également voir comment vous avez aussi un impact avec vos mots, vos phrases inodines, comment vos mots, en fait, peuvent créer l'exclusion ou au contraire, vous pouvez les utiliser pour également créer plus de sentiments d'inclusion. Donc, les impacts à long terme des microagressions ne sont pas à négliger. On entend parler, et vous savez certainement comment l'engagement des employés est important. Je dirais, avec les microagressions, ce qu'on remarque comme phénomène, c'est oui, un désengagement, mais pire encore, qui est sur la prochaine slide, c'est que avec ces microagressions au quotidien, ce qu'on fait ou ce qui arrive, c'est qu'on crée un environnement où forcément ces différentes personnes ont le sentiment ou on construit un sentiment d'être sous-évalué. De n'être pas considéré en fait avec ces microagressions et ces différents signaux qui sont lancés, que ce soit par les organisations ou par des phrases anodines comme microagression que j'ai mentionné tantôt, que la personne ou les personnes ne sont pas à la hauteur. Donc, on se retrouve à avoir des individus, des gens qui finalement deviennent inquiets ou ont moins confiance en eux, qu'ils ont moins confiance après ça de postuler à des emplois
négocier leur salaire, rechercher des promotions, et l'impact non négligeable et l'impact qui n'est souvent pas discuté également je veux dire, de l'exclusion, c'est qu'on se retrouve à avoir beaucoup de gens également qui finalement se retrouvent dans des situations de dépression, d'anxiété, d'idées suicidaires, et il y a un coût non négligeable également au niveau du désengagement de nos personnes, qui est, oui, non négligeable du point de vue organisationnel, parce qu'on perd des gens qui sont talentueux. Du point de vue personnel également, il y a un impact au niveau de la santé mentale. Et de plus en plus, heureusement, de plus en plus de recherches sont faites à ce sujet-là que je vous inviterai à découvrir dans le rapport qui est mentionné ici, The Impact of Racial Microaggressions and Mental Health, sorti en 2014. Prochaine slide. Donc, en termes de quoi faire lorsque on est face à une situation où on observe des microagressions, premièrement, si vous êtes témoin d'une microagression, la première chose que vous pouvez vous questionner, c'est premièrement, est-ce que vous êtes prêt à vous investir, en fait, sur le moment pour adresser l'incident? Et que vous soyez témoin ou que vous soyez victime aussi, ces temps-ci, en tout cas, on parle beaucoup du poids, justement, de devoir challenger constamment des situations de microagression. Donc, c'est certain qu'il y a un poids émotionnel qui fait qu'on est constamment sur la défensive, où il faut constamment, on se sent constamment ce droit ou ce devoir, je veux dire plus, de pouvoir challenger, j'espère qu'il n'y a pas le feu chez moi, de devoir challenger ce genre de situation. Donc, premièrement, déterminer votre état mental. Est-ce que vous voulez premièrement rentrer dans ce genre de discussion? Communiquer avec la personne et en communication. Je recommanderais de communiquer avec la personne et en communication en aparté, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est certainement créer des situations où les gens sont sur la défensive et ils ne sont pas dans un état de recevoir votre message aussi, ou de comprendre ou apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous mentionnez. Donc, lorsqu'on est témoin de ce genre de situation, il vaut mieux prendre les gens en aparté d'abord et ramener les faits, sans forcément aller dans les intentions pour dire, en fait, l'idée n'est pas d'accuser les gens de sexisme, racisme ou autre, c'est vraiment de pouvoir remarquer ou noter, en fait, l'impact qu'ils ne se doutaient peut-être pas de leurs mots ou des sous-entendus, en fait, que ces questions-là. Donc, tous les exemples que je vous ai montrés ou partagés, c'est vraiment les sous-entendus qui sont inclus dans ces phrases-là. Poser des questions, donc, quand es-tu par là? Et finalement, recadrer la conversation, comme je viens de mentionner, autour de l'impact. Il y a des questions qui tournent, donc je demanderai, si possible, de continuer à répondre aux questions directement dans le chat et continuer à poser vos questions certainement. Donc, au niveau d'exemples, d'autres exemples de biais qui sont vécus, prochaine slide, dans les organisations, ça c'est des exemples courants de catégories. Finalement, les groupes minorisés, on va dire, dans leur progression de carrière ou dans la progression de l'université, il y a typiquement 4 situations auxquelles ils ou elles font face. C'est premièrement de devoir toujours prouver sa compétence. Donc, ça, c'est une réalité que certains groupes, justement, constamment, ils sont appelés à prouver qu'ils sont capables, prouver leurs compétences, alors que c'est généralement accepté pour des groupes dominants. Deuxième, c'est, on appelle, les termes en anglais sont meilleurs, the tightrope. Donc, les gens sont, bien sûr, ont moins droit à l'erreur, moins droit aux échecs, donc sont jugés également plus durement dans les environnements dans lesquels ils évoluent, elles évoluent. Le mur maternel, un autre biais, que ce soit inconscient et organisationnel, qui est très réel, c'est que les femmes qui ont des enfants ont également leur engagement et leurs compétences qui sont remises en question beaucoup plus que des hommes ou d'autres parents, en fait. Et finalement, the tug of war, la réalité, c'est que souvent, ou très malheureusement, les groupes minorisés ont tendance à devoir être mis en compétition l'un vers l'autre, alors qu'il y a une richesse, au contraire, à pouvoir collaborer pour créer des espaces plus inclusifs, parce qu'à la fin de la journée, ça reste le même défi, c'est le défi d'accepter la différence, le défi d'accepter quelqu'un qui est différent de nous, qui a des expériences différentes de nous, qui ne rentre pas dans le cadre que nous, on a. Donc, il y a certainement plus de richesse et de force aussi à pouvoir collaborer dans ce genre d'environnement-là.
là, je regarde l'heure. Je sais qu'on avait, on voulait garder un bon espace aussi d'échange et de questions. Donc, Marie-Lou, si tu peux permettre de passer à la slide 33, je vais conclure avec prochaine slide encore. On arrive à la 33. Oui, donc, si je mentionnais tantôt, comme vous êtes tous des créatrices, créateurs également de services de technologie, recommandations très simples, mais pourtant lourdes de conséquences et d'impact également lorsque vous êtes dans une salle de création, salle d'échange, lorsque vous pensez à bâtir des services, des systèmes et que vous travaillez en fait essentiellement, c'est de vous poser 3 questions. Premièrement, c'est lorsque vous regardez autour de vous, c'est qui construit le produit ou le service. Donc, c'est quoi la composition de l'équipe qui est autour de vous? Est-ce qu'on a vraiment toutes les perspectives autour de la table? Deuxième élément auquel il faut penser, à qui profite le produit? Donc, encore se mettre à la place de l'utilisatrice, utilisateur, pour être certain qu'on est en train de bâtir quelque chose qui va vraiment desservir les différents groupes de la population et leurs besoins aussi totalement différents. Et troisième question, c'est qui manque au produit ou au service. Donc, encore là, c'est quelle voix qu'on n'est pas en train d'entendre pour s'assurer d'aller couvrir tous les aspects ou les angles morts qu'on a et dont on ne se doute pas. Finalement, dernière slide. Si je peux vous laisser sur quelques recommandations, et c'est clairement en participant à cette session-là, c'est déjà l'exercice que vous faites. C'est un de mes quotes préférés. We don't rise to the level of our expectation, we fall to the level of our training. Donc, l'idée de bâtir des milieux inclusifs et équitables, c'est l'idée de, au quotidien, pouvoir travailler à, premièrement, développer un regard critique, donc pouvoir développer un regard critique sur soi-même, développer un regard critique sur le cadre dans lequel on évolue, les décisions qu'on prend au quotidien. Est-ce que nos décisions sont équitables, équivalentes? Est-ce qu'on aurait pris la même décision face à quelqu'un de différent ou face à un groupe différent? Remettez en question vos hypothèses, vos réactions, votre attitude défensive. Marie-Lou l'a mentionné tantôt, un peu plus tôt. Elle-même, on a tous des biais inconscients. Moi-même, j'en ai également clairement plein. Donc, il faut être en mesure, il faut comprendre premièrement que justement, nos biais, oui, ils sont inconscients, mais on a chacun nos propres attitudes, nos propres expériences et on a chacun des angles morts qu'il faut s'assurer aussi de connaître, de pouvoir identifier. Troisièmement, renseignez-vous comme vous le faites déjà ce matin. Ayez des discussions qui vous sortent également de votre zone de confort parce que c'est là que peut-être ça vous permet d'identifier des éléments que vous ne comprenez pas, maîtrisez pas et qui vous mettent certainement mal à l'aise. Donc, ça vaut la peine de pouvoir investir à ce niveau-là. Et finalement, lorsque vous faites erreur, dans le cas d'une microagression, excusez-vous, corrigez la situation et profitez de l'opportunité surtout pour apprendre. Donc, c'est sur quoi je voulais vous laisser. Je ne sais pas si Alexandre, il y a des questions auxquelles on devrait répondre. Donc, je vais laisser Alexandre modérer la prochaine portion. Oui, merci beaucoup Vanessa. Félicitations pour cette belle présentation. On a eu quelques petites questions pendant votre discussion, mais je vous invite, là, si vous avez d'autres questions à poser directement dans le chat, à les poser. On a effectivement une petite quinzaine de minutes pour le faire. On a une question de la part de Clémence qui mentionne qu'une grande partie des femmes quittent le milieu des technologies à leur mi-carrière et elle se demandait si on savait précisément les raisons pourquoi elles quittent. Puis, en fait, si vous aviez des conseils pour éviter que ce phénomène-là continue dans l'avenir. Oui, certainement. En fait, une des réponses très évidentes et que j'ai partagé un peu plus tôt, on a le phénomène de, surtout lorsqu'il fait opposition en fait au maire. Donc, lorsqu'on parle de à peu près 10 ans dans l'évolution d'une carrière dans le milieu technologique, c'est à peu près l'âge aussi souvent dans lequel les femmes vont commencer à penser à peut-être d'avoir des familles et on se retrouve à avoir des situations où justement leurs compétences sont remises en question ou forcément elles ont également moins accès à certaines opportunités parce que malheureusement le court-circuit qui se fait, c'est comme elle est mère, elle n'a pas le temps pour. Donc forcément, on voit qu'elles ont moins d'exposition, d'opportunités.
pour pouvoir justement avoir accès à des opportunités. Donc, il y a un effort supplémentaire qu'elle doit faire pour prouver que oui, je suis capable, oui, je suis toujours là, je suis compétente, je veux aller de l'avant. Donc, je dirais comment prévenir ce genre d'aspect-là. C'est encore là, comment on fait pour offrir des espaces où des parents, des femmes, des mères peuvent avoir l'opportunité en fait de réussir, l'opportunité de rester ambitieuses et ambitieux indépendamment des responsabilités familiales. Donc, il faut être conscient de ces phénomènes-là pour pouvoir les adresser aussi. Fantastique. Je peux ajouter peut-être un petit peu là-dessus. J'aimerais faire du pouce sur la réponse de Vanessa. On le voit aussi dans le milieu académique pour les jeunes mères, comment ça peut être difficile de progresser vers un poste de professeur au moment de la recherche, il faut vraiment s'adapter, faire preuve de flexibilité, je pense, de prendre en considération les besoins des personnes, puis par rapport aux mères qui font de la recherche avec nous, des fois, on accorde une petite flexibilité pour permettre de déposer dans quelques mois supplémentaires. Donc, on a des accommodements en conséquence si on veut garder les femmes dans le domaine. C'est des petites choses qu'on peut faire, puis même vous, dans vos organisations, de consulter, de voir c'est quoi les besoins à la place de juste assumer certaines choses, mais d'ouvrir la discussion. Je pense d'avoir quelques consultations avec les personnes dans vos organisations. Puis il y a un commentaire de Amar Ah non, c'est une question. Donc, je pense que c'est un commentaire. Oui, mais le lien est réponds. étroit, là, oui, effectivement, avec comment les principes d'EDI peuvent être appliqués dans l'enseignement, dans how EDI principle can be applied in teaching. So, yeah, if you want to complete. Yeah. So yeah, I was starting by saying that we are applying with Ivado, with Université de Montréal, some flexibility for women who have to take care of children, so they could have extensions, for example, in the time to produce research. And we also have consultations that we do. And it's really all about doing consultations, listening to what's going on, adapting, flexibility, and be able to always readjust, because even if you do those steps, you'll always need to reevaluate, because EDI is not static in time, it always evolves. On a une autre question, j'essaie de retrouver, de Geneviève, qui est plus à titre individuel, en fait, là, et non structurel. Vanessa mentionnait que, et Marie-Lou également, qu'on a tous des biais, et puis que ceux-ci, en fait, sont influencés dans le temps dans nos rapports avec autrui. La question est comment porter cette réflexion-là au quotidien pour mettre en lumière ces zones d'ombre? Donc, comment au quotidien pouvoir prendre conscience de ces biais-là et les changer finalement au fur et à mesure. Je pense que c'est une question de développer un œil critique sur soi-même d'abord. Donc, lorsqu'on a certaines idées, c'est pas de se remettre en question constamment, mais certaines décisions ou certaines dans nos évolutions au quotidien, je pense que des fois, c'est prendre un pas de recul face à une situation et je pose la question, OK, est-ce que j'aurais réagi différemment si c'était quelqu'un d'autre qui me l'avait demandé? Est-ce que cette performance-là, je l'évalue durement ou peut-être que je donne pas parce que à cause de la personne qui est en face de moi, versus uniquement me concentrer sur les compétences, les capacités. Donc, je pense que c'est d'abord développer un recul et un regard critique sur soi-même. Et il y a l'autre aspect aussi qui est un aspect de mesurer. Donc, au fur et à mesure, que ce soit si vous êtes dans une position de gestionnaire, mensuellement ou de façon aussi biannuelle ou n'importe, c'est vraiment de regarder dans vos équipes, la composition de vos équipes, dans leur salaire ou autre,
de regarder s'il y a des différences aussi dans l'expérience que les gens vivent et aller chercher aussi ce feedback. Donc, je dirais, un autre aspect à ne pas négliger, c'est d'entamer des conversations, des discussions avec des gens aussi, poser leur la question, comment ça va, est-ce que tu as vécu des situations ou des situations peut-être d'exclusion ou n'importe auxquelles j'ai pu contribuer? Est-ce qu'il y a des éléments que j'aimerais apprendre ou continuer mon évolution? Je pense qu'il ne faut pas non plus se limiter de poser la question et bien sûr respecter les gens s'ils ne sont pas ouverts à partager, parce qu'il faut comprendre aussi que ce sont des situations très difficiles à vivre d'un point de vue humain. Mais je pense démontrer cette ouverture et être dans une quête de réception, d'écoute et de remise en question pour évoluer, c'est ce qui fait la différence et fait évoluer au quotidien. Est-ce que Marie-Lou, tu as quelque chose à compléter là-dessus? Ben, c'est une réponse très complète, mais je dirais de respecter comment les gens peuvent vouloir ou ne pas vouloir partager ces expériences-là, mais aussi dans la manière, je pense que Vanessa amenait très bien par rapport aux microagressions, quand quelqu'un le voit, quand quelqu'un veut en parler, c'est pas de en parler devant tout le monde. Moi, si je me fais demander comme personne, est-ce que tu as vécu des microagressions devant toute une salle? Il y a de très fortes chances que je réponde non, même si c'est très bien intentionné. Donc, il y a l'aspect de la manière aussi pour compléter. Ouais. Et on a une autre question dans le chat de Geneviève. Vous avez parlé tout à l'heure de mesurer le succès en équité, diversité, inclusion. Ceci dit, à sa connaissance, on est restreint au Canada concernant la collecte de données personnelles sur les employés, évidemment, effectivement. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à ce niveau-là? En effet, je pense que de plus en plus, en fait, il y a une ouverture à ce niveau, mais je dirais, lorsque vous utilisez des plateformes d'engagement d'employés ou de mesure, il y a la possibilité aussi, sans demander des questions invasives, de permettre aux gens de s'identifier à certains groupes. Et ça, c'est autorisé. Normalement, dans ces plateformes-là, ils vous donnent accès à ces informations-là, donc les gens peuvent s'auto-identifier. C'est laissé au libre choix, bien sûr. Donc, c'est une façon d'aller chercher l'information. C'est pas illégal, c'est pas interdit, mais je pense que de plus en plus utiliser une plateforme technologique pour collecter ces informations-là qui est laissée au libre choix des gens, c'est une façon d'aller, de pouvoir en fait se donner les moyens de mesurer et de voir l'évolution aussi au niveau de la progression ou des impacts qu'on est en train de faire avec nos projets. On a certaines stratégies également à Evado, si tu veux compléter, Marie-Lou, avec nos professeurs, nos étudiants. Désolée, j'ai comme un... Est-ce que tu peux répéter la question? Au niveau d'aller chercher justement de l'information concernant nos professeurs, nos étudiants, entre autres sur la diversité, on a certaines stratégies. C'est sûr qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite pour rester dans un cadre légal puis dans un cadre acceptable aussi. Mais comment on approche finalement Evado pour connaître ce genre d'informations-là? Ben, en fait, c'est vraiment d'y aller dans une approche de consultation, comme j'ai dit tantôt, d'aller voir c'est quoi les besoins, une approche de formation, sensibilisation, d'aller produire des nouveaux savoirs aussi, d'aller voir c'est quoi les expériences des gens, puis de voir au niveau de la recherche, est-ce qu'on peut mettre de l'avant certaines expériences vécues aussi. On a Golnoush Parnadi qui a travaillé sur la question des biais algorithmiques, qui est une de nos membres de notre personnel hautement qualifié en recherche. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, donc de participer à cette conversation-là aussi. Merci beaucoup. Il nous reste 2-3 minutes pour des questions. Personnellement, j'en ai une qui est plus axée sur l'actualité, puis sur, en fait, la généralisation du télétravail au Québec et un petit peu partout dans le monde en raison de ce que vous savez. Est-ce que justement la généralisation du travail a eu un impact sur les façons d'approcher le recrutement, puis pour s'assurer que finalement le DI soit pris en compte en entreprise, vu qu'on n'a plus de contact direct avec nos employés, puis souvent avec nos clients? Je pense, je ne vais pas le mettre uniquement par rapport au recrutement. Je pense que de manière globale, c'est encore plus difficile
de créer justement ce moment de recréer l'inclusion. Donc, je pense que c'est encore plus important pour les organisations, les gestionnaires, de redoubler d'efforts et de s'assurer pour tous nos employés, en fait, quel que soit le genre, de s'assurer que les gens vivent une expérience employée qui est encore valable, et qui peuvent justement performer au mieux de leur capacité, indépendamment de la situation qu'on est en train de vivre. Donc, je pense qu'il y a plus d'efforts, il faut redoubler d'efforts, je pense, comme gestionnaire, comme collègue aussi, pour s'assurer que, en fait, on entend les voix de nos gens, qu'on comprend au quotidien ceux qui sont en train de vivre, elles sont en train de vivre, et qu'on puisse aussi adresser ces éléments-là. Clairement, on est tous conscients, les parents, pendant la pandémie, c'est extrêmement difficile. Les personnes seules aussi. Donc, je pense que c'est l'occasion de vraiment regarder c'est quoi nos différents angles dans l'organisation, dans les groupes, et de pouvoir, si vous permettez le franglais, reach out differently to people, pour pouvoir justement s'assurer qu'ils restent engagés et que leur voix continue de porter. Merci. Si je peux ajouter là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui a été très fort dans le milieu de la recherche, parce que beaucoup de femmes ont dû mettre de côté certaines publications, s'occuper des enfants. Donc, il y a vraiment eu au niveau des chiffres. Au Québec, je ne me rappelle plus de quelle étude que j'avais lue, mais dernièrement, il y a des chiffres qui étaient ressortis pour dire que les pertes d'emploi étaient vraiment majoritairement associées aux femmes dans le contexte de la pandémie. Donc, il y avait un article sur Radio-Canada qui était sorti il y a quelques mois là-dessus. Puis, vraiment, ça fait en sorte qu'il y a un impact sur le recrutement. Donc, en tant que recruteur aussi, de s'assurer d'avoir un petit peu de flexibilité, je pense que c'est important là-dedans, parce que les chiffres parlent, puis il y a vraiment une charge de travail qui est associée aux femmes pendant la pandémie pour les tâches ménagères. Je ne dis pas que les hommes n'en font pas non plus, mais il y a tout ça à prendre en considération. Puis je pense que le mot, c'est vraiment flexibilité dans vos approches, puis de voir peut-être que certaines rencontres, on peut décaler d'une certaine heure pour faire en sorte que c'est plus accessible pour certaines personnes. Donc, voilà. Et merci beaucoup, Marie-Lou. Merci, Vanessa, également, pour vos 2 belles présentations, puis pour la belle collaboration aussi des gens dans le chat. Donc, ça me fait plaisir, au nom d'Ivado, de vous inviter aux prochaines activités qu'on organise au cours des prochaines semaines, dont certaines vont toucher les notions d'équité, diversité, inclusion, dont la conférence Femmes et diversité en intelligence numérique qui aura lieu le 8 mars prochain, et sur l'éthique et le DI en intelligence numérique qui aura lieu également le 18. Je vous ai mis différents liens dans le chat, entre autres avec notre calendrier et nos possibilités d'inscription aux événements. Donc, un grand merci encore, et je vous invite à contacter directement là, nos conférencières si vous avez envie de poursuivre la discussion en ce sens-là. Donc, merci, et à la prochaine pour d'autres activités en lien avec l'équité, diversité, inclusion. Bonne fin de journée. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.